Bienvenue sur Balti Channel. Après avoir vu le stud à 7 cartes et le Rads qui est sa version basse, nous allons tout naturellement continuer avec le stud high-low qui en résumé combine les deux, puisque le pot va être partagé entre la main la plus haute et la main la plus basse. Alors, partagé, pas tout le temps, puisque non seulement c'est parfois un seul et même joueur qui va accaparer les deux parties du pot, mais aussi parce que la main basse doit répondre à certains critères et que quand cela n'est pas le cas, c'est alors la main la plus haute qui va rafler la totalité du pot. Donc attention, ce n'est pas comme au Rads pour les mains basses, au stud high-low pour qu'une main basse soit validée et donc éligible pour emporter la partie basse du pot, il faut non seulement que les 5 cartes qui la composent soient toutes de valeurs différentes, mais aussi qu'elles soient toutes en dessous du 9, soit de l'as au 8. Ce sont les deux différences majeures avec le calcul des mains basses au Rads. Par contre, on voit bien que l'as pour les mains basses c'est bien compté comme la carte la plus basse, tandis qu'il sera compté comme la carte la plus forte pour les mains hautes, mais aussi que les suites et les couleurs ne comptent pas contre vous pour le calcul de la main basse, tandis que bien sûr, elles compteront pour vous dans le calcul de la main haute. Ainsi, la meilleure main au stud high-low est la roue, As de 3, 4, 5, puisque non seulement c'est la main la plus basse possible, mais en plus elle constitue une suite qui est une main très forte et qui a de très bonnes chances de remporter la partie haute du pot. Dans ce cas particulier de la roue, ce sont les 5 mêmes cartes parmi les 7 dont vous disposez qui vont former vos deux mains, la main haute et la main basse. Mais la plupart du temps, quand on arrive à jouer sur les deux tableaux, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est bien souvent avec des cartes différentes parmi les 7 que l'on a reçues. Prenons un exemple. Si vous recevez ces cartes, As, As, 3, 4, 4, 6, 8, votre main basse sera As, 3, 4, 6, 8, un 8 haut honorable, tandis que votre main haute sera double paire aux As par les 4. Prenons maintenant un autre exemple. Si vous recevez plutôt ces cartes-là, eh bien vous n'avez pas de main basse valide puisque vous ne possédez que 4 cartes différentes en dessous du 9. Vous ne pouvez donc prétendre au demi-pot du bas et n'être dans la course que pour celui du haut. Mais avec seulement une paire de 5, c'est mal barré. Pour le reste, on garde le schéma classique du stud à 7 cartes. Chaque joueur reçoit 2 cartes fermées et une ouverte, puis il y a un tour d'enchère, puis chaque joueur reçoit une nouvelle carte ouverte et un nouveau tour d'enchère, et ce jusqu'à la 7e carte qui est à nouveau donnée fermée et qui va donner lieu au 5e et dernier tour d'enchère. Les 2 premiers tours d'enchère sont misés en petite limite, tandis que les 3 derniers tours d'enchère sont misés en grosse limite, qui est le double de la petite. Voilà pour l'essentiel, et pour l'anecdote, sachez qu'elle a quand même été brièvement évoquée dans 2 films majeurs du poker. Les joueurs, juste le temps pour Matt Damon d'expliquer à une bande de bobos fumeurs de cigares le principe de la roue. Qu'est-ce que tu as? J'ai ce qu'on appelle la roue, c'est-à-dire que j'ai à la fois une suite et un nulot, le gros et le petit, donc je gagne des deux côtés. Et Lucky You, où l'on voit Eric Bana jouer un coup contre Chow Jiang, un véritable joueur professionnel de Las Vegas. 8-6 pour le bas. 8-7. Les As pour le haut. Exactement ce que je connais. Sachez que Doug Brunson et Phil Ivey, excusez du peu, ont remporté un bracelet des World Series dans cette discipline, qu'elle fait partie du 5 majeur des variantes de poker, regroupées sous le nom de Horse, et que c'est même la favorite de certains pros, dont l'immense Ted Forrest. Vous l'aurez donc compris, à l'heure du Texas Hold'em tout puissant, il est plus que jamais indispensable de redécouvrir le stud high-low. Ce coup d'exemple de stud high-low à une table de 6 se jouera en limite 5-10 avec un bring-in de 2 $. Chaque joueur va donc recevoir 2 cartes fermées et une ouverte. Celui qui possède la plus petite carte visible doit obligatoirement miser. Ici c'est Frank avec un 5 apparent. Il n'a donc pas le choix, il doit ouvrir les enchères, soit directement de 5 $, soit d'un montant minimum appelé bring-in, qui vaut ici 2 $. Ce bring-in est une alternative aux antés et aux blindes et elle est typique des studs. Francis a 3 cartes à trèfle et se laisse tenter. Mike possède une main très prometteuse avec 3 cartes dans la wheel zone. Il complète, c'est-à-dire qu'il relance le bring-in à hauteur du small bet. Brian possède des cartes hautes et relance pour effrayer la concurrence. Arnold a quant à lui reçu 3 cartes éligibles pour le demi-pot du bas. Il suit. Paire de dames pour Marcus, qui mérite réflexion. Il décide de surrelancer Brian pour mieux chasser les autres et si possible se retrouver en tête à tête. C'en est trop pour Frank dont le jeu n'est séduisant ni pour le haut ni pour le bas. Francis doit rajouter 10 $ pour rester dans le coup et il n'a qu'une seule carte basse. Mais il s'accroche à ses trèfles. Et il n'est pas le seul à être tombé amoureux de ses cartes. Mike plafonne les enchères à hauteur de 4 small bets. Aussitôt suivi par Brian,
Et oui, le stud high-low génère beaucoup d'action. Arnold regarde l'as visible de Mike, son seul rival apparent pour le bas, il décide de suivre. Évidemment Marcus aussi, puisqu'il ne peut plus relancer. Francis râle un peu, mais paye les 5 $ de plus. Tout le monde reçoit donc une 4ème carte face visible, et à partir de maintenant c'est le jeu le plus haut apparent qui parlera en premier. Dans le cas présent, Arnold avec son as kicker 7, alors que paradoxalement il joue surtout pour le demi-pot du bas. Il pourrait checker, mais il préfère prendre les devants. Contrairement à Marcus, qui renonce à chasser les calling stations avant d'avoir la bombe. Francis ne lâche toujours pas l'affaire. Mike vérifie qu'il n'a pas amélioré sa main basse, et se trahit d'ailleurs en se contentant de suivre. Quant à Brian, un seul small bet, ce serait bête de se coucher. Et voici la 5ème rue, toujours face visible, où les choses sérieuses commencent puisque les enchères doublent. Toute mise ou relance correspondra désormais à un big bet de 10 $. La parole est à Mike, qui possède la main apparente la plus forte. Avec une paire d'as visible qui n'améliore pas sa main basse, mais qui peut mettre la pression sur les jeux moyens. Comme celui de Brian par exemple. Tandis qu'Arnold y voit plutôt un indice qu'il est devant pour la main basse. Marcus relance avec son double tirage suite ou couleur, il veut sûrement faire grossir le pot. Mais ce sera sans Francis. Mike considère les cartes de Marcus et renonce à l'escalade. Tout comme Arnold. Et les 3 joueurs encore en lice reçoivent une 6ème carte ouverte. L'ordre de parole ne change pas puisque c'est Mike qui conserve la main la plus haute. Avec son jeu mi-figue mi-raisin, il check, sans fruit de la passion. Tandis qu'Arnold vient de valider sa main basse avec 5 cartes différentes en dessous du 9. Il mise donc 10 $. Marcus n'a pas amélioré. Il colle simplement, et c'est peut-être une erreur car primo ça trahit clairement sa mauvaise pioche, donc son tirage, et secondo ça va permettre à Mike de rester dans le coup à moindre frais. Qu'est-ce que je vous disais? La 7ème et dernière carte est fermée, donc sans aucun effet sur l'ordre de parole. Grâce au 7 qu'il vient de recevoir, Mike devient éligible pour le pot du bas. Il prend l'initiative. C'est un 3ème 8 pour Arnold, et visiblement il est content. Il s'imagine peut-être scooper le pot tout entier grâce à ce brelan de derrière les fagots. En tout cas il relance. Et c'est sans compter sur Marcus qui vient de rentrer sa quinte et porte les enchères à 3 big bets. Mike comprend que sa double paire ne suffira certainement pas pour le pot du haut. Mais pour celui du bas, c'est une autre histoire. Son seul rival est Arnold et il montre un 7 et un 8, pas vraiment de quoi lui faire peur. Il plafonne donc à 4 big bets. Et c'est Arnold qui réalise un peu tard qu'il pourrait bien être le dindon de la farce, le pigeon de la table, mais bon, il suit quand même car il a déjà investi beaucoup de jetons dans ce coup. Marcus complète évidemment, et c'est le showdown. Arnold semble avoir du mal à comprendre ce qui lui arrive, donc on va bien clarifier tout ça. Prenons d'abord le jeu de Marcus. Sa main haute est une suite, 9-10 valet dame roi, tandis qu'il n'a pas de main basse valide puisqu'une seule carte est inférieure à 9. Quant à Mike, il a 2 paires, aux as par les 4 pour le high, mais il peut aussi prétendre au low. As de 4, 5, 7 constitue une main basse tout à fait honorable. On la qualifie de 7 haut puisque sa pire carte, autrement dit la plus haute, est un 7. Si un autre joueur possédait aussi un 7 haut, ils se départageraient par leur deuxième pire carte, et ainsi de suite. Dans le cas d'Arnold, la main haute est un brelan de 8, et la main basse est As 3, 5, 7, 8, autrement dit un 8 haut. Ce qui nous donne donc 2 vainqueurs distincts, Marcus pour le demi-pot du haut et Mike pour le demi-pot du bas. Et voilà, vous savez jouer au stud high-low dans les grandes lignes, je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo sur le poker ou autre.